Forum, Mehmet Gültas. Un comédien président de l'Ukraine. Ce n'est pas une fiction, mais un scénario en passe de se réaliser demain à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Volodymyr Zelensky est crédité de 73% des intentions de vote face au président sortant Petro Poroshenko. Pierre Laurin est spécialiste des pays de l'ancien bloc soviétique, auteur aux éditions Bartia de l'Ukraine, une histoire entre deux destins. Je lui ai demandé si le débat spectacle entre les deux candidats hier soir dans un stade de Kiev était susceptible de changer la donne. Non, le débat spectacle a été très très partagé, c'est-à-dire les deux candidats ont fait ce qu'ils ont pu. Il n'y a pas eu réellement de vainqueur, à part que Zelensky a eu quelques pics particulièrement violentes à l'égard de Poroshenko et qui ont porté. Mais ça n'a pas changé fondamentalement la situation. En revanche, comme Zelensky avait une avance considérable dans les sondages, il est clair qu'il reste toujours le favori et que Poroshenko n'a rien gagné. Mais comment se fait-il qu'un comédien novice en politique puisse être à plus de 70%, crédité de plus de 70% des intentions de voix dans les sondages de ce second tour de la présidentielle ? Eh bien, ça tient simplement à ce que les Ukrainiens ne croient plus dans leur classe politique. Ils n'ont plus confiance dans aucun des politiciens qui sont aux affaires depuis des décennies maintenant. Ils voient les mêmes têtes depuis presque 30 ans. Donc, au bout d'un certain temps, d'autant plus que la situation ne change pas fondamentalement, eh bien, ils pensent qu'une personne nouvelle, avec des idées neuves, pourra changer ce que les autres ne parviennent pas à faire. D'autant plus que la classe politique ukrainienne est notoirement corrompue. Par exemple, les 2/3 des députés élus sont millionnaires en dollars. Et ça, pour des gens qui gagnent relativement peu, qui ont un niveau de vie pas très important, eh bien, je crois que c'est quelque chose de rédhibitoire. Ils préfèrent voter pour quelqu'un de neuf et qui a des idées qui, semble-t-il, puissent tenir la route. Alors, qui, semble-t-il, puissent tenir la route, dites-vous, parce que dire à la classe politique actuelle « tous pourris, dehors Poroshenko », ça suffit pas pour faire un programme. Bien entendu, mais il a un programme. Enfin, ce n'est pas un programme qu'il a, c'est un plan. Son plan s'articule sur deux idées forces. La première, c'est lutter contre la corruption, et de ce point de vue-là, son plan est très articulé. Il a rendu public un certain nombre de décisions qui constituent des avancées par rapport à la situation actuelle, notamment l'indépendance d'une organisation anticorruption qui ressemblerait par son fonctionnement aux incorruptibles dans les années 1930 aux États-Unis, c'est-à-dire des gens qui vraiment vont faire le nécessaire pour lutter contre cette corruption endémique. Et puis d'autre part, la deuxième partie du plan, c'est trouver une solution au conflit en Ukraine. Et sa position est très habile parce qu'il dit « Nous avons une guerre, dans une guerre il y a généralement un ennemi, notre ennemi c'est la Russie, mais pour arrêter la guerre il faut négocier ». Donc, alors que Poroshenko dit « Nous sommes en guerre contre la Russie, il faut continuer la guerre jusqu'à ce que nous gagnions ». Ce qui est impossible matériellement, sauf une intervention occidentale, l'Ukraine ne peut pas gagner. Mais qu'est-ce qui pourrait être négocié pour en finir avec cette guerre, justement ? Eh bien, revenir pour Zelensky, ce qu'il faut, c'est revenir aux accords de Minsk, appliquer les accords de Minsk, trouver des solutions sur les points qui sont aujourd'hui toujours litigieux, mais c'est possible parce que la Russie est dans la même position. La Russie veut également que ça s'arrête. D'ailleurs, le conflit est totalement gelé. Il se passe tous les jours des escarmouches, mais le front ne bouge pas depuis maintenant des années. Et donc, il est impossible que cela continue comme cela. Par conséquent, s'il y a une volonté de négociation des deux côtés, avec le parrainage, le coparrainage de la France et de l'Allemagne, et peut-être éventuellement d'autres pays, encore que les Français et les Allemands ne soient pas très chauds pour élargir le tour de table,
dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir des avancées. Oui, mais justement, les avancées conduiraient techniquement à une réactivation de nombreux liens entre l'Ukraine et la Russie qui sont officiellement suspendus mais qui continuent en sous-main, en particulier dans le domaine économique, une solution enfin au problème de l'énergie, au problème du gaz. Je crois que tout le monde a gagné de cette position très réaliste et surtout, bien entendu, les Ukrainiens et les Russes. Alors justement, la Russie et l'Europe, comment interfèrent-elles dans ce scrutin, puisqu'on imagine bien que ces deux blocs ne peuvent s'empêcher de préférer l'un ou l'autre candidat? L'Europe est très prudente. Au départ, elle soutenait Poroshenko d'une manière très nette, et depuis quelques semaines, depuis que l'hypothèse Zelensky devient claire, les dirigeants d'Europe occidentale sont beaucoup plus prudents, c'est-à-dire par exemple le président Emmanuel Macron a refusé de recevoir Zelensky pendant des semaines et des semaines, et puis au dernier moment il devait recevoir Poroshenko, et bien il a invité également Zelensky. Bien sûr, il les a pas reçus ensemble, l'un derrière l'autre, mais le même jour. Angela Merkel a reçu Poroshenko, mais au dernier moment, au cours de la conférence de presse, alors qu'il est courant que les chefs d'État échangent une poignée de main pour se séparer, elle a refusé Merkel de serrer la main de Poroshenko pour ne pas donner l'impression qu'elle le soutenait. Ceux qui soutiennent ouvertement Poroshenko, ce sont les États-Unis. Mais avec un bémol, parce que l'ambassadeur américain à Kiev, en Ukraine, au début du mois de mars, a tenu une conférence de presse très dure pour dénoncer la corruption en Ukraine et le manque de résultats du parquet général ukrainien, ce qui est une ingérence très importante. Si les Russes avaient fait la même chose, le monde entier aurait crié au scandale. Là, pour les Américains, non, on admet. Et pour les Russes ? Alors les Russes, de leur côté, ils savent très bien que leur intérêt, c'est de ne pas s'ingérer. Leur intérêt, étant donné que visiblement Zelensky, qui présente pour eux la meilleure solution entre les deux candidats, parce qu'eux, ils avaient un candidat qui était beaucoup plus proche d'eux, qui était Boïko, et qui a obtenu 11%. Mais entre Poroshenko et Zelensky, il vaut mieux pour la Russie Zelensky, parce qu'au moins il introduit un élément important qui est celui des négociations. C'est ça. Donc, surtout ne pas intervenir. Surtout rester en dehors de cela. C'est ce qu'ils font très bien. Et chaque fois qu'on essaye de les impliquer, il y a toujours un porte-parole du Kremlin qui remet les points sur les i en disant non, ce que disent les Ukrainiens, c'est l'affaire des Ukrainiens. Ce n'est pas notre affaire. Alors on l'a dit, hein, c'est devenu plausible cette élection de Volodymyr Zelensky à la présidentielle. Elle est considérée comme acquise par la plupart des commentateurs à Kiev, sauf un coup de théâtre, dit-on, coup de théâtre dont l'histoire de l'Ukraine est riche. À quoi est-ce qu'on pourrait penser en parlant de coup de théâtre? À la fraude? Écoutez, la fraude, oui, bien sûr. Le problème, c'est que la fraude, elle marche lorsque les résultats sont serrés. Si vous avez 5% d'écart entre les candidats, c'est possible de recourir à la fraude. Mais pas 20%, oui. Mais là, on est à plus de 20%. C'est ça. C'est presque impossible. Ou alors là, il faut une fraude massive qui serait détectée immédiatement par tous les observateurs. Parce que les observateurs internationaux sont présents, de l'Union européenne, des organisations internationales, de l'OSCE, des ONG, de différents pays. Ils sont présents. S'il y a une fraude trop importante, on s'en rend compte, il n'y a pas de possibilité réellement d'aller au-delà de changer, disons, 2 ou 3% d'un côté pour les mettre de l'autre. Ça fait un écart de 6%. Donc, là, c'est jouable. À 20%, ce n'est pas du tout jouable. En revanche, ce qui peut se passer, c'est le coup de théâtre éventuel, et c'est quelque chose qui serait en dehors des limites. C'est-à-dire, par exemple, en 2004, il y avait eu une tentative
d'accident de la route contre le candidat d'alors, le candidat libéral d'alors, qui était Viktor Yushchenko, et qui avait failli avoir un grave accident. Et comme ça n'avait pas marché, ensuite, il y a eu une tentative d'empoisonnement à la dioxine. On ne sait pas si c'est réellement vrai ou si ça a été fortement exagéré, mais en tout cas, l'empoisonnement était réel. Et maintenant, que peut-il arriver à Zelensky? L'accident de la route semble exclu, l'empoisonnement à la dioxine, ce n'est plus d'actualité. Alors peut-être une rencontre tout à fait fortuite avec un projectile tiré depuis une fenêtre du haut d'un immeuble. Un attentat, quoi. Mais bon, c'est très improbable, très très improbable. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que on le laisse gagner. De toute façon, il va gagner. On n'a pas... Donc Poroshenko va accepter sa défaite et puis préparer son retour, parce que les élections législatives ont lieu dans 6 mois, en octobre. Or, actuellement, le Parlement, la Rada, est majoritairement composé de partisans de Poroshenko et de partisans de sa principale adversaire, qui était Yulia Tymoshenko. C'est-à-dire que les députés contre Zelensky sont majoritaires et ils vont lui rendre, dans les premiers mois, la vie très difficile. Voilà, c'était Pierre Laurin, auteur de L'Ukraine, une histoire entre deux destins.